Hello, hello, bienvenue dans le 5e épisode de la 2e saison de Mask Off, le podcast sur la masculinité dans le rap, musique et culture qu'on aime depuis et jusqu'à. Autour de cette table, que des amoureux de cette zik, avec moi, Géos, MC animateur radio, on dit quoi? On dit ça va. On dit ça va. Oh oui. Ok. K, DJ et ancien, je sais que t'aimes pas que je t'appelle comme ça, mais... Non, je moi peux pas m'en empêcher. Ok. j'assume. Black Don't Track. Ok. Et moi-même, Witou, artiste spoken word et poète. Aujourd'hui, dans Mask Off, c'est simple. Le sujet est avec nous autour de la table. On ne reçoit pas juste une légende du rap français. On reçoit Solo, cofondateur du groupe Assassin, voix majeure du hip-hop engagé, une plume tranchante, un témoin des luttes et surtout un homme qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense. Il vient de publier Note mon nom sur ta liste, aux éditions Masso, une autobiographie dense, touchante, où il revient sans détour sur son parcours, ses engagements et ses failles aussi. Ce qui touche particulièrement chez Solo, c'est que c'est un artiste qui assume sa sensibilité, qui n'a pas peur de parler de ses doutes, de sa vulnérabilité et des remises en question dans un milieu souvent blindé par les apparences. Et ça, chez Mask Off, on aime. Donc du coup, c'est avec recul et sincérité qu'il est OK de nous parler sans masque. Bref, aujourd'hui, tu as compris, on reçoit le grand Solo et on va continuer à parler de hip-hop. Solo, comment vas-tu? Faut pas si mal. Ok. C'est pas la première fois que tu viens sur nos terres suisses. Tu connais assez bien les environs. Assez bien, ce serait un grand mot, mais j'ai traîné mes guêtres dans ces contrées éloignées de ma base. Oui. Ok. Donc du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais, si possible, que tu nous rappelles un peu ton contexte, le contexte dans lequel tu as grandi, en termes de lieu, en termes de classe sociale. Eh ben, prolétariat, ni plus ni moins, hein. Soyons francs et directs. Ouais. Émigré, on va dire, deuxième génération, si on peut appeler ça comme ça, puisque mes parents ont débarqué du Mali en 1963. Je suis né en 1966. J'ai grandi, pour commencer, à Fontenay-sous-Bois, dans le 94. Et ensuite, j'ai déménagé à Antony, dans le 92, donc banlieue parisienne. Voilà, le truc vraiment basique, classique. Rien d'extraordinaire, vraiment, on va dire. Ok. Et donc, si on devait resituer un peu le contexte global, comment c'est la France dans ces années-là? C'est la merde. Ça reste quand même... ça paraît doux comme ça en surface pour un enfant. Et puis après, quand on approfondit, plus on avance, on va dire, dans le système scolaire et ainsi de suite, plus on comprend que les dés sont pipés et que ce qui nous est vendu au travers de l'ascenseur social, malheureusement pour moi, l'ascenseur, il a plutôt tendance à ne proposer que les étages du sous-sol plutôt que ce qui se passe au-dessus. Donc voilà, et c'est vraiment ça. Et un racisme très... bon, un racisme latent. Voilà. Tu comprends pas tout de suite, c'est pas... je peux pas dire que c'est pas franc direct dans ta gueule, parce que quand même, il y a des moments où c'est... Mais c'est pesant. Il y a une atmosphère pesante. Il y a, j'imagine aussi, à la fin des années 70, il y a l'arrivée de la consommation de l'héroïne. Comment est-ce que toi, tu as pu observer ça et tu as été témoin, je pense, de certaines choses aussi? Alors ça, ce sont des choses qui sont arrivées dans ma vie un peu plus tard. C'est pas vraiment les années 70. Pour moi, c'est plutôt les années 80. Et je dirais à partir de mes 14 ans, entre 13 et 16, 17, j'ai perdu pas mal, non. J'ai perdu quelques amis d'enfance ou des camarades au travers de la consommation d'héroïne. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très marquant. Ok. Moi, ça m'a
quand même bien montré qu'il y avait des choses qui se passaient, qui échappaient à ma compréhension, mais qui, en tout cas, laissaient des traces euh, dans mon entourage et dans la société en général, quoi. J'imagine, et surtout, tu vois, dans ce contexte-là, donc tu as parlé de l'aspect social, là on vient d'aborder l'aspect un peu consommation d'héroïne. Je voulais savoir un peu quels étaient tes role models en tant qu'homme noir à cette époque-là. Hein. Elle est dure ta question parce que en tant qu'enfant d'immigrés, j'étais pas non plus plongé dans la culture d'origine de mes parents. J'étais plutôt euh, dans une atmosphère et un entourage global plutôt européen, français. Et il n'y avait pas tant de noirs que ça dans mon entourage direct comme ça, malgré le fait que mes parents avaient une place dans la diaspora malienne à Paris. Donc, je vivais parmi les Blancs. J'aime pas trop le dire de cette manière-là, mais c'est comme ça. C'est une réalité, ouais. Voilà. Et pour moi, je voyais pas de différence entre les autres et moi. Mais comment la société est organisée finit par te faire comprendre assez vite que en fait, toi, tu te sens peut-être comme les autres, mais pour les autres, t'es pas comme eux. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a un épisode bien précis qui te fait rendre compte qu'en fait, non, là, il y a une différence de traitement ou de... Alors, oui, quand je suis arrivé à Antony, donc dans le 92, parce que dans le 94, c'était pas quelque chose que je percevais Ok. à Fontenay-sous-Bois. Je pense que c'était sûrement présent, mais moi, j'étais encore trop petit pour vraiment y prêter attention ou me sentir frappé de plein fouet par ça. Mais quand j'arrive à Antony, donc j'arrive en CM1. Donc là, t'as quel âge à peu près? J'ai 9 ans. Ok. Là, je ressens directement et de plein fouet qu'il y a une différence entre mes camarades de classe et moi. Et cette différence, comment je l'aperçois, c'est que quand certains fêtent leurs anniversaires, ils invitent toute la classe, sauf moi. Donc, au début, je prends pas ça vraiment comme une chose sérieuse. Je me dis, il y a dû avoir un oubli, ou je trouve... je suis pas dans le déni, je suis dans la naïveté de non, ce n'est pas quelque chose qui est fait sciemment, quoi. Et comment ils le justifient, eux, en face? Mais ils justifient pas. Non, mes parents veulent pas. Ok. Et fin de la discussion, en fait. Non, mais mes parents, ils m'ont dit non. Et tu réponds quoi à ça? Tu vois, à 9 ans, je suis pas dans le mode, le comportement que j'ai pu avoir beaucoup plus tard, où c'est genre, ouais, mais vas-y. Tu vois? Voilà. C'est pas le vas-y, c'est ok. Ok. Ouais, t'encaisses. Non, à ce moment-là, je t'encaisse pas du tout. Ok. À ce moment-là, c'est plutôt j'ai rien à dire et je peux rien faire. Donc, bon. Ok, je comprends. Et j'ai pas besoin de chercher pendant 300 ans pour comprendre que je suis noir, quoi. Ok, d'accord. Et donc là, par contre, toi, je sais dans quel cas je peux te mettre. Ou pas juste toi, mais en tout cas, ce qui te caractérise, toi, ta famille, et ainsi de suite. Pour vous, je suis un noir. Ok. Pas grave. Pour aller dans tu parles beaucoup justement du contexte familial, et puis quand on est jeune, évidemment, le domestique, le domicile familial est hyper important. Toi, tu grandis dans quel contexte? Et là, maintenant, si je fais déjà le lien avec Maskoff, on parle de masculinité, et puis là, on se base sur ton livre. Tu parles du contexte familial, du divorce de tes parents. Il y a des mots-clés que tu utilises qu'on entend assez rarement, je trouve, dans la bouche de personnes issues du hip-hop. Non pas pour... je ne vais pas faire de généralité encore une fois, mais par exemple, à un moment, tu dis « Ma mère, assaillie par le patriarcat et la misogynie, a tenu bon et obtenu gain de cause », en parlant du divorce.
Donc, justement, comment se matérialisaient les rapports de genre dans ton domicile familial? Dinguerie totale. Là, on rentre vraiment dans des phases qui sont vraiment de l'ordre de l'intime. Mhm. Ne serait-ce que même, tu vois, pour en parler avec des gens, je viens de vous rencontrer. Bien sûr, bien sûr. C'est juste. C'est pour ça que moi, j'essaie de me baser sur le livre, mais évidemment, tu partages avec Oui, nous ce que tu as envie, ce que tu peux. Hein. D'être confronté, par exemple, au fait que mon père a décidé que ma mère n'irait pas au travail en pantalon. Et de voir ce que ça peut générer. De voir entre eux, par exemple, c'est l'heure pour moi d'aller à l'école et ainsi de suite. Et en fait, mes parents sont en train de se chamailler sur le fait que mon père a dit à ma mère non, non, elle va pas aller au travail en pantalon. Pour moi, est-ce qu'il y a lieu de faire une discussion sur le fait de mettre un pantalon ou pas? Mhm. Moi, je suis gosse. Moi, je suis là, je crois que je dois avoir 6 ans, 7 ans. Il y a un truc qui, pour moi, comment ils disent les ricains, does not compute, quoi. Tu vois, dans mon esprit d'enfant, il y a un truc qui... C'est quoi le problème de mettre un pantalon? J'en mets tous les jours. Donc, ma mère, elle peut pas mettre un pantalon. Ah bon? Tu vois, voilà. Sur ce genre de choses-là, il y a des trucs qui, culturellement, moi, je vis ici en France, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui entre dans mon spectre, dans ma réalité, qui n'a juste rien à voir avec tout ce que j'expérimente. Mais ce rien à voir, c'est que mon père, lui, là, il est sur un aspect culturel qui m'échappe totalement, auquel je ne suis pas confronté au jour le jour. Donc c'est un choc pour moi de le voir dire ça à ma mère, se comporter comme ça. Je comprends pas. Mais ça, c'est le patriarcat à balle, quoi. Mais dans la culture malienne, une femme de l'époque, en tout cas, fait ce que lui indique son mari. Mais là, c'est que beaucoup plus tard que je comprends qu'il y a un décalage qui s'instaure et que, en fait, c'est comment tes parents sont amenés à gérer ce décalage. Donc, c'est double décalage, puisque c'est décalage de leur culture, comment eux la transposent dans le contexte dans lequel ils sont au présent, et le décalage de comment eux sont perçus au sein d'un système qui ne les voit que comme des éléments extérieurs. Être employé de bureau, oui, à la fin des années 70 ou au début, ou milieu 70, noir, j'imagine que ça devait être tout autre chose que ce qu'on peut, nous, expérimenter en tant qu'enfants, ou, tu vois, de cette diaspora à ce moment-là. Tu vois, années 70, donc dès que tu débarques du Mali, tu arrives avec ta culture, ou tu vois, tout ton truc, et tu te retrouves dans un truc où tu es au milieu de quelque chose tout est fait pour te maintenir à un certain endroit. Et comment vous gérez après entre vous? Pour moi, c'est... On va faire des liens entre, dans la mesure du possible, encore une fois, merci pour ton partage et de ce que tu auras envie de partager avec nous par rapport à ça. On rentre maintenant dans la phase où, donc là, on a placé un peu le contexte au niveau social, familial, vie enfantine. Et il y a évidemment pour toi ce moment où tu rencontres le hip-hop. Alors, dans le livre, tu dis en 82, notamment dans une émission de TF1 qui s'appelle Megahertz, c'est une des premières fois où tu vois quelque chose en lien avec. C'est de la danse déjà? Oui, il y avait un peu de tout. Il y avait du MCing, de la danse, du graffiti et du DJing. Mais tout est un peu présenté comme ça. Mais pour moi, c'est à la va comme je te pousse, alors que
quand on connaît la culture hip-hop, c'est très structuré là, dans la manière que eux ont de le faire. Ouais. Mais quand tu connais pas ce truc et que tu es juste confronté à ça, déjà qu'il y a un mec qui passe son temps à faire t'es là, tu fais mais putain, pourquoi il zigouin là? En plus, tu vois, c'est Ramelzi. Donc si tu connais la voix de Ramelzi, t'as l'impression qu'il y a un canard au micro qui veut pas lâcher, quoi. Et là, on parle de. Enfin, tu le dis, le fait que la société française, malheureusement d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, mais fait preuve de racisme, notamment à l'égard des personnes noires afrodescendantes. Est-ce que tu tiltes assez rapidement sur le fait qu'en tant qu'homme noir, le hip-hop peut être une opportunité d'exister, de performer, une nouvelle identité dans laquelle tu seras peut-être plus facilement validé? Alors, oui et non. Oui, mais parce que tu vois que c'est, entre guillemets, la vision qu'on a du black ou de la personne issue du ghetto qui est le plus stylé possible. Mhm. On dit que le noir américain, on dit, non, en tout cas la perception que nous, ici en Europe, on en avait, c'est que le noir américain, c'est le noir stylé, quoi. Mhm. Ça, donc, c'est une culture qui est quand même portée par des afrodescendants et ainsi de suite. Donc, quand on le voit, il y a vraiment ce truc, Mhm. c'est les mecs les plus stylés, le truc, déjà on les kiffe au travers de la musique, de la danse. Et donc, par ce côté-là, oui. Mhm. Et l'autre aspect, c'est que on n'est pas conscient, comme on est en train de le décrire là, de tous ces aspects de race, de couleur et de... On est juste dans le truc le plus stylé. Donc, go. Mhm. C'est plus ça, je pense. Mais très vite, quand même, il y a un aspect où c'est opportunité. Mhm. Et ce truc d'opportunité, comme il n'est pas donné à tout le monde et que tu vois, c'est pas. Il y a quand même après, je vais pas dire très rapidement, mais un aspect où tu sens que c'est quelque chose qui est fait pour t'aider à pouvoir te positionner hors des cases. Et ça, c'est pas une moindre chose. C'est Mhm. plutôt quelque chose d'assez prégnant et waouh, Mhm. qui porte. Alors, moi, je suis vraiment très heureux de te recevoir. Je tiens à le redire de nouveau. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit juste un peu avant l'émission, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement intime. En fait, quand je t'ai lu, parce que j'ai vraiment eu le sentiment de vivre pas mal de choses, en fait, comme étant un peu plus ancien que ces Youngbloods là qui sont ici. Mais il y a aussi en tant qu'homme noir, en fait, moi aussi, il y a certaines choses que j'ai revécues. Et on avait déjà évoqué la question des rôles modèles, en fait, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé, qui m'a vraiment touché dans mon vécu à moi. C'est que, tu parles de janvier 1984 avec Ciné qui devient le premier animateur noir du PAF sur TF1. Quand j'ai relu ça, en fait, je me suis rappelé mon enfance à moi et ça m'a frappé parce que moi, je me souviens me courir, rentrer chez moi en fait pour pouvoir regarder l'émission. Je ratais jamais l'émission en fait. J'ai vu beaucoup d'épisodes et puis en plus c'était quelque chose que je regardais avec mon père parce que lui c'était quelque chose qui le fascinait. Il était pas mal fasciné par la culture américaine. Mon père qui vient d'Afrique aussi, qui vient du Rwanda, il a une expérience un peu différente, un vécu un petit peu différent de l'arrivée classique parce que lui il est venu pour les études. Mais il est arrivé aussi dans un contexte où il y avait cette espèce de trucs chez les étudiants noirs africains et tout, c'est-à-dire la projection sur les hommes noirs de l'époque, c'est-à-dire les Black Panthers, aussi les artistes noirs de la Motown. Et du coup, moi, j'ai été mis là-dedans comme ça. Et puis, il était fan du chorégraphe Alvin Ailey aussi. Et du coup, quand il y a eu cette émission qui est sortie, on l'a regardée ensemble et pour moi, ça m'a frappé. HIP donc. HIP.
ma question, c'est quelle figure Sydney, qu'est-ce qu'il représente pour toi en tant que rôle modèle, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, moi, ça m'avait vraiment touché, quoi. Juste préciser, excuse-moi, mais parce que là, il manque juste le petit chaînon manquant, c'est que Sydney t'invite à participer à cette émission HIP Voilà, HEP exact. en tant que danseur avec ton crew les Paris City Breakers. Oui. Alors, avec Sydney, il n'y a pas cet aspect de rôle modèle. Il y a juste plutôt un rapport de mentorat. Ah, ok. Dans le Encore sens mieux. où c'est quelqu'un qu'on sait qui est vraiment à la pointe, musicalement parlant. C'est quelqu'un qui a une culture qui, musicalement parlant, nous dépasse tous. Et donc, on le regarde plutôt pas comme un modèle, mais plutôt comme quelqu'un, c'est une des vannes d'information musicale. Mais pas la moindre, puisque c'est la plus pointue qu'on puisse avoir dans le sens de la modernité de la musique noire américaine. Ouais. Tu vois? Donc, Ouais, je tout vois d'un tout à coup, c'est son rôle à lui. Mm. C'est comme ça que nous, on le perçoit. Et dans ce que j'ai entendu, que tu as dit qui, moi, me parle, c'est que la culture noire américaine, pour les Noirs du monde entier, après le traumatisme de l'esclavage et le développement, la lutte des droits civiques, exact. on sort à ce moment-là, à la fin des années, du moins quand on arrive aux années 70, Ouais, exact. on sort d'un moment, d'un endroit où être noir, ça veut vraiment dire quelque chose. Ouais, quelque Ça chose a de militant, ouais. ça que tu le veuilles ou non, Ah ouais, clairement. tu portes ça en toi. Ouais. Donc, en tant qu'enfant, tu le perçois pas. Mais ce que tu perçois qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère en général qui t'échappe, qui est porté par l'atmosphère générale, mais qui t'échappe. Pourquoi je te dis ça? C'est que moi, par exemple, j'avais pas le droit de regarder la télé, très peu. Tu vois, mes parents faisaient attention que je sois pas collé devant la télé et ainsi de suite. Mais, par contre, j'ai eu le droit de regarder Racine. Ah ouais, pareil. Hein. Même truc, exactement le même délire. J'ai pas beaucoup le droit de regarder la télévision, mais j'avais le droit de regarder HIP, HEP, Racine, que des trucs ou alors. Je peux juste resituer, désolé, mais Racine, je sais pas ce que Racine, ouais. Roots, tu sais, Roots, Kunta Kinte. Ah, ok. Bah ouais. Le roman de Alex Haley qui raconte l'histoire de ce jeune noir qui est en fait capturé en Afrique et qui est ramené aux États-Unis pour être utilisé comme esclave. Et en fait, le côté, comment on appelle ça, de sa personne où il est constamment en rébellion, quoi. Tu vois? Bon, mais j'ai le droit de regarder ça. Ouais, donc, il y a toute une histoire qui tourne autour du message et tous les gens de la diaspora, d'où que tu viennes, tu portes ou tu es porté, tu es imprégné de cette notion. Des valeurs communes. Alors, c'est au-delà de valeurs communes, c'est que c'est un sort commun. Ah ouais, clairement. Ouais. Tu vois, c'est un sort commun. De toute façon, tu es noir et voilà comment les choses se sont passées au fil du temps. Et voilà où on en est, nous, aujourd'hui. Et notre rôle, le mot que je cherchais, c'était subversif. Ah ouais, à fond. Subversion. Totalement. Totalement. Ouais. Tu finis par te rendre compte, pour répondre à ta question de tout à l'heure, avec le temps, comment on développe, c'est que la découverte de cette culture ramène à un point subversif de ton développement d'être humain et de personne. Là, tu sors du cadre. Tu sors du cadre. Avec le hip-hop, tu sors du cadre. Ouais, clairement. Là où on te dit, ouais, non, et je le répète souvent, mais moi, ce qui m'était proposé, c'était d'être électricien, plombier, fraiseur-tourneur. Des métiers manuels. En tout cas, au ras de l'échelle. Et de voir
les afro-descendants nettoyer les rues ou tu vois, c'était ça. Ouais, les balayeurs ou ouais, tous à la poste. C'est le facteur ou c'est le et encore le facteur, on va dire pour les Antillais, tous ceux qui sont venus du Bumidum et ce genre de choses-là, de ce que j'en sais, c'est des filières qui permettaient à toute cette frange de la population issue de la diaspora, que ce soit des Antilles, d'avoir accès à une lignée. Tu vois? Pas. Enfin, la manière que j'ai d'en parler, c'est pas d'y mettre de l'emphase, mais c'est ce que moi j'en comprends avec le recul à chaque fois. Et j'en apprends tous les jours. Donc. Et là, donc, on parle justement du hip-hop en tant que nouvel espace, nouveau scénario, nouvelle case. Si on resserre un tout petit peu encore par rapport au le postulat de notre podcast, encore une fois, donc qu'on se comprenne bien, on est tous des immenses fans de rap, on a tous plus ou moins pratiqué différentes disciplines à l'intérieur du hip-hop. Et il y a un moment, on s'est aussi, en tant qu'homme, rendu compte parfois des effets négatifs qu'il pouvait y avoir dans cette culture ou dans l'industrie, en tout cas, qui en a été... qui s'est peut-être réapproprié le hip-hop, notamment en tant qu'homme, ce côté ultra compétitif. Et moi, j'aimerais savoir, parce que là, on a en face de nous quelqu'un qui a vécu dans sa chair le hip-hop depuis presque les débuts, en tout cas au niveau de l'importation en Europe. Tu es un représentant, tu es l'incarnation du hip-hop solo. À quel point ces questions d'ultra compétitivité, on le retrouve dans le hip-hop, hein. T'as les cyphers avec la danse, les battles de danse, les battles MCs, les crews de graphes qui doivent au niveau du territoire même aller se toyer, etc. Les battles DJs qui sont peut-être un tout petit peu moins, je mets des guillemets au mot agressif, mais peut-être un peu moins frontaux, mais quand même t'as les compétitions et tout, donc t'as ce côté ultra compétitif qui parfois retombe avec, se transforme en nouvelle norme, tu vois, que justement, en tant que mec dans le hip-hop, tu dois performer, tu dois ne pas te laisser faire, tu dois rentrer même en interaction compétitive avec les autres, etc. À quel point c'est quelque chose que tu perçois dès le départ et à quel point ça t'impacte? Et je précise le côté impact parce que, au travers de la lecture, on sent que tu es quelqu'un de très sensible. Tu te confies dans ce livre-là sur des choses que j'ai entendu pratiquement personne parfois se confier sur certains sujets que tu dévoiles là-dedans. Donc voilà, à quel point cette dimension est présente dès le début et à quel point elle t'impacte? Elle est présente dès le début parce que, en tant qu'être humain, cette forme d'ostracisation qui passe par le racisme et tous ces trucs-là, moi, comment je suis impacté par ça, c'est que tu te rends compte que pour exister en tant que personne ou en tant qu'individu, en clair, ta place n'est pas acquise. Donc, si tu veux avoir trait au chapitre et droit à la parole, il va arriver ou il va devenir opportun pour toi de savoir comment emprunter cette parole. Et l'emprunter, ça veut dire pas qu'on te la donne et qu'on te la prête. Non, c'est comment est-ce que tu vas devoir manœuvrer pour avoir accès au chapitre qui dit que tu peux être une parole. Toi, c'est toute une démarche qui, pour moi, est très compliquée parce que tout ce qu'on veut, c'est que tu sois un bon petit soldat, un mouton, en fait. C'est ce qu'on attend de toi, en général. Apprends à faire les choses comme la société a besoin, et ainsi de suite. Et ensuite, ne sois pas ce que tu as envie d'être, sois ce dont on a besoin. Et ce qui caractérise les besoins de la société. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et au-delà de tout ça, moi, ce que j'en retire, c'est que, tu sais, quand t'es gosse et que tu n'es pas dans tous ces trucs de code et de besoins, tu as juste besoin de t'exprimer. Et pour s'exprimer, tout le monde ne s'exprime pas en même temps. Et pour pouvoir t'exprimer et ainsi de suite, il faut savoir saisir le moment qui te permet à toi de t'exprimer. Donc, ce que l'on appelle compétition et ainsi de suite, c'est pas juste un truc pour piétiner l'autre ou pour dépasser l'autre, c'est le moment où c'est ma parole qui prime. Donc, mon espace d'expression. Moi, c'est comme ça que je perçois ce qui s'est passé avec le hip-hop et la compétitivité dans le hip-hop. Mais tout ça au service de quelque chose de plus grand et de positif. D'accord? Et donc, effectivement, après coup,
le système, la matrice reprend ses droits. Et dans la manière qu'elle a de reprendre ses droits, c'est pas mal. Les choses changent. On n'est plus dans un rapport juste bienveillant, on est dans un rapport de vie ou de mort. Tu vois, comment tu existes en tant que personne ou pas. Moi, c'est un peu la perception que j'ai eue des choses. Et c'est vrai que pour avancer, c'était... Il y a un côté marche ou crève. Donc, dans la compétitivité au sein du truc, il y a, à un moment, au début, on le fait juste comme je le disais là, il y a quelques minutes, pour avoir la parole et se sentir vivre. Et après, ça devient une histoire, comme je viens de le dire, de vie ou de mort. Si tu fermes ta gueule, tout le monde te monte dessus. Et si tu es pas dans le truc où tu te positionnes, mais tu disparais, en fait. Voilà. Après, mais ça peut être dur à vivre ça de l'intérieur. C'est là où un peu je veux en venir, c'est-à-dire, encore une fois, on analyse un peu froidement et avec le recul tout ça, mais entre guillemets, tu vois, par exemple, il y a tout un rapport même dans le hip-hop, par exemple, il y avait la compétition d'improvisation End of the Week. C'est la fin des faibles. Tu vois, ce truc de... Il faut être fort. Et parfois, c'est fatigant en termes de charge émotionnelle, physique. Pour moi, ça, c'est une récupération pour ramener la chose dans la matrice. Et ça, c'est comment... ce qui m'est arrivé d'échanger avec toi hier, c'est au bout d'un moment, c'est chacun ne pense qu'à sa gueule. Et donc, il y a quelqu'un pour qui cette stratégie-là est devenue une stratégie intelligente parce qu'elle permet carrément d'élaguer beaucoup plus rapidement. Tu vois ? Et ça, c'est assez typique en fait, du mouvement hip-hop en fait, qui est complètement imprégné dans la logique capitaliste. En fait. Le chacun pour sa gueule. Après, tu le retrouves aussi dans les autres formes d'art, en fait. Dans tout. Que ce soit dans le graphe, dans le rap, dans absolument tout. Mais dans tout. Et ça, c'est pas lié au hip-hop. Et tout. Ouais. Ça, c'est lié à la vie et la manière dont les êtres humains sont organisés et organisent le truc. Il y a eu la même chose, je dirais, avec le rock'n'roll, le blues, tu vois, sous les formes d'art musical et ainsi de suite. Mais je pense que si tu vas chercher chez les peintres ou les gens de la culture art déco et ainsi de suite, je suis sûr qu'il y a un moment, ils ont commencé à se comporter d'une manière où c'était ouais, clairement. Que le plus fort survive. Clairement. Mais de façon implicite. Pour moi, la particularité du hip-hop, c'est le côté explicite de cette compétition, qui a des côtés hyper stylés, qu'on se comprenne bien. Moi, à la base, je suis un rappeur, je faisais des battle MCs et tout, j'ai complètement participé à ce truc-là. Et d'ailleurs, c'était pas un clash envers End of the Week, je disais juste un exemple de ce truc de si t'es faible, tu dégages. Mais tu vois, ce truc explicite où évidemment que dans la pop et tout, les mecs, ils s'envoient sûrement... dans les coulisses, ils se font plein de croche-pattes, etc. Mais tu vas pas aller sur un titre, par exemple, 10 clasher un autre artiste. Et il y a un côté plus explicite et du coup moins hypocrite. On peut reconnaître ça, le côté positif. Mais voilà, c'était plutôt à quel point... est-ce que ça a été, à travers ton parcours, parfois un peu fatigant, cette ultra compétitivité de devoir toujours jouer des coudes? Il y a des moments où on est aussi... Moi, je pense que ça, on peut pas s'en départir. C'est le lot de l'humanité. Tout le monde ne va pas survivre. Donc, qui, que, comment, pourquoi. Et tu vois, c'est plutôt ce genre de truc-là. Mais moi, ce que j'ai perçu que le hip-hop ramenait, c'était beaucoup plus cette chose de... on fait corps. Moi, c'est plus ça que j'ai perçu que le côté de la compétitivité pour... tuer l'adversaire ou tuer la compétition. Et c'est pas ça, moi, que j'ai perçu. J'ai plutôt perçu le côté de on fait corps et après, effectivement, on peut aller se comparer ou à l'équipe d'en face, mais d'abord, on fait corps. Moi, c'est la perception que j'en ai eue. On n'est pas juste dans le moi tout seul. En tout cas, le hip-hop, comment je l'ai perçu au démarrage, oui, moi, en tant que danseur, je suis une entité, ainsi de suite, mais je fais partie d'un crew. Et je suis, tu vois. Et donc, c'est une histoire de on fait corps, et puis on va aller se clasher, mais on va le faire ensemble. Et surtout, on détourne cette agressivité qui peut être morbide,
En quelque chose de créatif. Justement, tu parlais de faire corps, en fait. Donc, c'est un mouvement, hein, on est d'accord. Le hip-hop, c'est ça qui est de particulier par rapport aux autres styles musicaux. Par exemple, pour le rap, en fait, bon, vu que nous, c'est quand même une émission qui est pas mal consacrée au rap, mais le hip-hop s'inscrit évidemment dans une culture plus large, etc. Mais donc, là, à ce moment-là, il y a quand même une prise de conscience du fait que c'est un mouvement. Et je voulais savoir, parce que, en fait, dans un mouvement, il y a des garçons et il y a aussi des filles. En fait. Et je voulais savoir, en fait, comment toi, tu perçois les rapports entre les garçons et les filles, les rapports de genre dans ce milieu, à cette époque-là, en fait. Bah, pour moi, il n'y a pas de différence. Ok. Et il n'y a pas lieu qui en est. Mm. En tout cas, au démarrage, Mhm. vraiment, c'est quelque chose qui même pas j'y pense. Mais c'est vrai que très, très vite, et c'est con à dire, on arrive au point où, en fait, la fly girl devient l'accessoire. Ah, voilà. Et justement, parce qu'en fait, je me demandais aussi comment tu perçois le rôle des femmes. Parce qu'on a, voilà, par la suite, on voit une évolution où, en fait, de femmes actives dans le mouvement, la fly girl, enfin, l'image qu'on se fait du début du mouvement, en fait, en tant qu'acteur et actrice dans le mouvement. Après, elles deviennent évidemment des femmes objets à travers le rap ricain, le rap gangsta. Mais à ce moment-là, tu perçois déjà qu'il y a quelque chose de ce genre-là, en fait, dès le départ. Non, moi, pas du tout, parce que... Ah, pas à ce moment-là. Non. Parfait. Non, parce que il y a des rappeuses et Exact. il y a des filles qui se positionnent et qui sont, pour moi, au même niveau que les garçons. En tout cas, au travers du rap et ce genre de choses-là, Ah, il y a clairement. vraiment des trucs où... C'est plus... C'est l'aspect festif et vraiment positif qui prend le dessus. Ouais. Et tout ce qui est de l'ordre des luttes de pouvoir qui vont arriver dans le temps, parce que je pense que c'est une histoire de pouvoir, hein, de contrôle, c'est moi qui ai les coronesses, c'est moi qui tiens le manche. C'est comme ça que je le perçois à un moment. Il y a un moment où il y a une bascule vers ce truc-là. Mais avant ça, Trop bien. non. T'as des meufs qui sont là et t'as des meufs qui rappent. T'as des meufs qui dansent. Bon, alors oui, on voit pas des breakeuses qui font des trucs de dingue et ainsi de suite, mais peu importe. Il y a des filles qui font du pop, qui dansent avec les garçons. Tu vois, tu sais, le meilleur exemple, c'est que avant d'arriver à ce stade de la femme objet, il y a dans Break Street 84, dans la bande des méchants. Ouais. Tu vois, avec Pop and Ouais. Pete, et t'as vu, il y a la fille là qui est au milieu, qui danse, mais elle est ultra vénère. Tu vois, la meuf, et tu te dis, ben dis donc, elle, je veux pas d'histoire avec elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans la manière qu'elle a de danser et ainsi de suite, elle est ultra agressive dans sa danse, et c'est une danse où, en fait, oui, effectivement, elle est là pour s'occuper de l'adversaire. Mais on se pose pas la question de se dire, ouais, mais c'est une meuf. On ne pense pas à ça. Non, pas à ce moment-là, non. Tu vois? Mais la bascule, c'est vraiment, à mon sens, le gangsta rap, quoi. Parce que c'est vraiment, là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que je me souviens, au début du mouvement, il y avait pas mal il y avait même, parmi les rappeuses américaines, en fait, il y avait un espèce de mouvement avec notamment Queen Latifah et Roxanne. ils avaient sorti Roxanne Chanté. D'ailleurs, il y avait ce film qui est sorti sur Netflix. Il était disponible, je sais pas s'il est encore, il est plus sur encore, la mais vie de qui est Roxane Chanté. formidable, qui est Incroyable. génial et tout. Et du coup, c'était pas du tout. Enfin, il y a quand même. Là, à l'époque, c'était quand même. Il y avait une autre façon, d'autres manières de voir les rapports de genre, en fait, je pense. Alors ça, est-ce que c'est pas une disquette qui a été insérée par l'industrie dans un truc qui, pense. tu vois, j'en suis sûr. parce que oui, effectivement, toutes ces femmes qui sont là, la place qu'elles ont, moi je trouve que ça rigole pas, quoi. Ah ouais. Tu vois, Non. de Yo-Yo à Queen Latifah, à MC Light, tu vois, Lady of Rage. tu vois, et donc en fait, En plus, dans ça, c'est c'est l'écurie gangsta rap, ouais. C'est ça, ouais. Mais au début, non. Et pas forcément. Hein. En tout cas, il y avait une forme d'affirmation qui était assez parlant. En tout cas, pour moi, Yo-Yo, c'est vraiment genre le truc
de la femme qui rappe avec genre fierté et tout ça dans un milieu déjà West Coast, un peu gangsta et tout. Donc voilà, il y avait quand même ce truc-là, mais il y a quand même l'affirmation et ça, moi, je trouve. Voilà, c'est ça qui fait la différence vraiment entre le moment d'avant et d'après la bascule. Bah, tout ça, c'est des trucs, je suis pas certain qu'ils viennent vraiment, qui sont inspirés directement par le microcosme lui-même. Non, Mais je pense que c'est des choses qui sont un peu. en rapport avec l'industrie. L'industrie. Ouais, c'est total. Tu vois, Ah ouais, ça, c'est clairement. mieux que ça. Ah ouais, Ouais, clairement. tu vois, clairement. Plus que suggéré, ouais. Ouais, Voilà. Formaté, quoi. Ouais. totalement. Bon, on a 40 millions de trucs à aborder avec toi, Solo, donc on va parfois faire un peu des sauts. Mais là, justement, je propose pour enchaîner. J'aimerais aborder la question, si on reste sur ces questions de rivalité, et effectivement, elles ne sont pas que liées au hip-hop lui-même, mais dans ton livre, tu parles beaucoup de la rivalité interne que vous aviez au sein du groupe Assassin. Par exemple, à la page, alors j'ai pas la bonne pagination Mais parce que t'inquiète. j'ai lu le e-book. Mais Mhm. bref, il y a une page 78 dans le e-book qui correspond à une autre pagination dans le rapport, enfin dans le livre physique que j'ai dans les mains. Tu dis, c'est l'enregistrement de la formule secrète qui a mis en lumière le mode des rapports passifs-agressifs entre Squat et moi, donc Rockin' Squat, qui est le petit frère de Vincent Cassel et ton partenaire à l'intérieur de Assassin. La lutte pour prendre la place du mâle alpha, comme j'ai souvent entendu son frère Vincent le dire. Lui, limite hargneux dans la compétition à mort et moi qui lui tiens la dragée haute tout en fuyant l'affrontement. Dans un coin de ma tête, je me disais toujours qu'il allait finir par se calmer et comprendre qu'il se trompait d'ennemi. Il y a plusieurs autres endroits. Tu parles aussi de Dr. L, Liam, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui dit, à un moment, tu dis, je deviens l'élément oméga de la meute face aux deux alphas. Deux alphas, ça veut dire qu'inévitablement, ils finiront par se bouffer entre eux. Mais avant ça, ils vont faire de moi leur festin. Comment, là encore une fois, tu ressens ça, toi, humainement, dans cette aventure d'Assassin, qui est un groupe légendaire du rap français, qui est considéré parmi les pionniers et qui en fait partie. Comment ça impacte justement ton quotidien à l'intérieur de ce groupe, cette lutte interne, ce rapport de compétition et cette notion des mâles alpha? Super simplement, ça affecte, ça impacte ma créativité et ça impacte la manière que j'ai de développer les choses dans mes rapports humains avec ces gars-là et que ben, ça me ronge. Mm. Ça me ronge. Et pendant longtemps, je suis dans le déni de ce qui est en train de se jouer. Pendant très longtemps. Mais ni plus ni moins, ça impacte ma confiance en moi et la manière que j'ai de faire les choses. Parce qu'en fait, plus moi, je suis en faiblesse, plus eux se sentent renforcés. Mm-hmm. Donc, c'est cet aspect-là qui est en train de se jouer. Et c'est ni plus ni moins qu'une histoire de lutte de pouvoir et de contrôle, au final. Qui va amener au fait que tu quittes le groupe au bout d'un moment. Oui, entre autres. Ouais, entre autres. Mais je dis en tout cas à l'intérieur de l'aventure Assassin. Moi, il y a une lecture que j'aime, que je trouve intéressante à avoir là-dedans, c'est d'un point de vue intersectionnel, comme on dit, c'est-à-dire de croiser les questions de race, de classe, de genre aussi, puisque là, on a des questions de masculinité, justement, avec les notions de mâle alpha, etc. Toi, tu dis beaucoup dans le livre qu'il y a des moments où, en lien avec ta situation personnelle, socio-économique, tu devais travailler. Donc, tu avais moins aussi le temps d'être actif dans la pratique de ton art, ce qui fait qu'il y a des moments où tu es absent. Soit tu travailles, soit tu vas à New York pour te perfectionner dans la question de l'ingénierie son. Et pendant ce temps-là, eux, ils avancent énormément sur les titres, sur les projets. Il y a des morceaux qui sont finis. Quand tu arrives, on te dit même pas « Ah ouais, il faudrait que tu ailles poser un couplet », un truc comme ça. Comment justement tu analyses cette dynamique croisée, presque asymétrique et opposée? On le sait, hein, c'est même pas un secret, mais Rockin' Squat est issu d'une famille plutôt socio-économico-culturellement très à l'aise. Leur daron était déjà, je crois, un acteur, un comédien. Donc, ouais, comment tu le perçois, toi, et peut-être aussi en forme. Est-ce que tu arrives à matérialiser dans ton ressenti le côté injuste lié à ces contextes socio-économiques différents? Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'on se sente à l'aise et qu'on développe notre plein potentiel.
je suis quand même très conscient à ce moment-là que j'ai des failles, mais ce que je vois, c'est que j'aborde les choses avec bienveillance. Donc, je m'attends à ce que cette bienveillance me soit retournée. Et malheureusement, là, on est confronté à un problème de l'agenda euh, de la vie ou sociale, culturelle de chacun. Et nos agendas ne sont pas les mêmes. Moi, je suis dans un rapport de survie et je dirais que pour Squat, euh, la survie ne passe pas par les mêmes aspects que les miens. Lui, il a toujours un toit sur sa tête. Mm. Qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Moi, si il ne se passe rien pour moi, c'est la rue. Et quand tu l'as connu un tout petit peu, la rue, t'as pas envie d'y vivre. Et t'as pas envie de faire de ce vide ton quotidien. Mm. Donc, pour moi, il est là, l'histoire d'agenda. Et puis après, aussi, quand même, de se rendre compte que ben, ce dont on parlait tout à l'heure, de l'aspect subversif de certaines choses, on en revient toujours à ce truc le plus simple, c'est qu'à un moment, il y a une question de vie ou de mort. Mm. Et que moi, tout ce à quoi je suis confronté, c'est de cet ordre-là à la fin. Et que j'étais, je dirais, dans l'attente, je dirais même l'expectative du Mm. fait que ces gens-là comprennent les enjeux, les miens, les leurs, parce qu'on n'a pas les mêmes. D'où cette histoire d'agenda. Est-ce que on pourrait aujourd'hui, avec le recul, encore une fois, il y a des grilles de lecture qu'on cale parfois des années après, des décennies, des siècles après, et évidemment sur le moment on est dans la pratique et la tête dans le guidon, donc on s'en rend pas forcément compte. Mais quand tu vois ces dynamiques-là, je t'avais vu dans d'autres interviews aussi dire, ben voilà, il y a un moment où toi tu veux quitter la rue, là tu viens un peu de le dire aussi, si tu as connu un peu la rue, t'as pas envie d'y traîner, et d'y rester et d'y vivre. Et dans l'interview que j'avais vue, c'était une interview chez les confrères de Get Busy. Mhm. Tu disais que la dynamique de Rockin' Squat était un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est un mec qui vient plutôt de high class et qui veut potentiellement performer cette question de la crédibilité, quoi. L'authenticité, la Je crédibilité. sais pas si c'est une histoire de crédibilité, mais c'est une histoire d'attrait. Qu'est-ce qui a de l'attrait pour toi? Mhm. Ce qui a de l'attrait, ce qui, je pense, avait de l'attrait pour lui, c'était vraiment cet instinct et cette culture de la survie qui amène à avoir des comportements qui sont très tournés vers le jusqu'au boutisme et ainsi de suite. Parce que quand tu es en mode ghetto, c'est le jusqu'au boutisme qui te caractérise. Tu fais les choses parce que tu sais qu'il faut que tu manges. Tu fais les choses parce que tu sais que c'est ce qui va te maintenir debout demain. C'est cette urgence-là. Et que ce qui attire peut-être des gens d'une certaine classe, c'est l'énergie de cette urgence. Est-ce qu'on peut parler d'encanaillement? Totalement. Ouais, totalement, non, parce que c'est un terme qu'on aime bien utiliser. Mais c'est un mot qui est ouais, important, ouais. c'est-à-dire qu'on Ouais. va même vers presque l'appropriation culturelle, et ça, c'est des grandes, évidemment, des grands concepts, etc. Mais tu vois, ce truc des personnes qui sont issues de classes plus hautes, qui aiment aller s'encanailler avec les Moi, classes populaires et j'ai la vraiment du sulfure. mal. J'ai vraiment du mal à être dans ce truc de classe quand on rentre dans ce qui nous concernait dans la culture hip-hop, parce qu'on était tous drivés par quelque chose qui était de l'ordre de l'espérance, la paix et la bienveillance. Donc, on s'en fout que tu sois riche, pauvre, ou... C'est pas ça le truc. Mm. Ce qui nous intéresse et ce qui nous porte dans ce truc où on avance ensemble, c'est qu'on regarde tous dans la même direction. Mais maintenant, regarder dans la même direction veut dire que tu peux pas t'en prendre au voisin sans tenir compte du fait que les éléments ou ce qui caractérise ton voisin Mm. n'est pas de l'ordre du même potentiel que toi. On parle des Ouais. privilèges, là, notamment. Ouais.
Puis il y a aussi C'est bien parce que tu utilises le mot sans que j'ai à le dire. Ah ouais, non, mais Ouais, il clair. faut, Tu on vois est là aussi pour Puis il y a dire aussi les le termes, vécu, hein. en fait, parce que quand tu parles d'urgence comme de vivre dans la rue, c'est pas rien, quoi. Donc, Et surtout quand vraiment c'est quelque chose, tu sens qui te pend au nez et qui est, Ouais. c'est pas juste là au bout, ouais, c'est là. Hmm. ouais. Je n'ai pas de quoi payer mon loyer ou je ne peux pas payer un loyer et ainsi de suite. Les gens vont t'héberger un certain laps de temps, mais à un moment, t'es dehors. Et quand t'es dehors, c'est comment? Comment ça se passe? C'est simple, je vais te donner un exemple, c'est que quand je me retrouve à New York et que je suis, par exemple, je pars à New York et je pars à New York des fois sans argent. J'ai de quoi payer mon billet, mais dès que j'arrive à New York et que je sors de la douane, j'ai même pas $100 sur moi. Tu vois? Et à un moment, je crois vers 86, dans ces eaux-là, 86, je tombe malade. Et le docteur, à ce moment-là, la consultation, c'est $100. J'ai pas ces $100 pour chope la grippe, tu vois, ou un truc dans le genre. Tu fais comment? Les gens te prennent en pitié une fois, mais ils vont pas passer leur temps à te prendre en pitié. Tu es obligé de trouver vraiment, tu vois, le. Donc, oui, il y a ces moments où les enjeux et surtout les agendas respectifs ne sont pas les mêmes. Et c'est à ces moments-là où tu te dis, bon, mais si on a décidé qu'on fait corps et qu'on avance ensemble, ben, tu t'attends à ce que ton camarade en tienne compte, quoi. Et c'est en cela où ces histoires de mal alpha, mais c'est que ben, pour moi, c'est pas une histoire d'encanaillement, mais c'est une histoire de plutôt la compétitivité comme tu l'as décrit tout à l'heure. Et il y a des moments où il faut faire preuve de. Et au-delà juste du mot bienveillance, il y a une forme de compassion. Ouais, Tu vois. et puis d'humilité aussi. C'est pour ça que quand je parlais d'encanaillement, ça va avec le truc. C'est-à-dire que tu peux pas exiger des personnes. C'est pour ça que j'aime bien la lecture intersectionnelle. C'est-à-dire que je vais pas. Enfin, évidemment, j'ai pris du temps aussi moi-même à développer cette grille de lecture, mais je ne peux pas attendre la même implication de mes amis qui sont fils de prolétaires et qui galèrent dans leur quotidien. Tu vois, si par exemple dans mon groupe de rap, tu vois, je dois aussi tenir compte des contextes de chacun et. Alors, là, on est là aussi. Il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est qu'on en parle. Moi, je vais sur mes 60. C'est pour ça qu'avec le recul, Tu vois. bien sûr. Toi, tu fonces sur tes 40 et ainsi de suite. Et on Pas est. fonce gentiment. Hein, Oui. On est là et on parle de quelque chose qui s'est vécu et on avait entre 20 ans et 23 ans. On arrive là avec une réflexion que nous permet le recul, Mhm. que sur le moment, juste tu le vis. Donc, je trouve même facile d'avoir cette lecture maintenant. Mhm. Mais sur le moment, tout le monde est dans le jeu. Hein. et c'est ici et maintenant. Et donc, je rétro-pédale un peu Mhm. sur la manière d'analyser ça et de regarder et de dire ouais, mais bon, quand même, par rapport à Tosqua ou. Non, il y a un truc de personnalité. Mhm. Et après, c'est ce qu'on en fait sur la longueur. Je le dis, hein, j'ai d'abord été jeune et con, hein, quand même. Hein. Mais t'as pas mal de réflexivité aussi dans ce livre-là sur toi-même des Tu comportements vois, que t'as pu adopter. donc doucement les basses. Ouais. Mhm. Ça aurait pu être pensé, géré de manière beaucoup plus souple et de manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus aimante. Moi, c'est plutôt ça que si t'es mon gars, tu vois, par exemple, les rapports que j'ai eus à ces moments-là, que ce soit avec Joey ou avec Patrick, le Suisse, c'est des rapports qui étaient empreints de ce que je suis en train de te décrire. J'avais beau être jeune, le fait que le gars ne venait pas des mêmes milieux que moi, Patrick, Boller, tu vois, Crazy Beau, qui fasse ces trucs avec nous, c'est juste, pour moi, c'est une dinguerie. Le gars, il est ingé son, tu vois, dans un des plus gros studios de Zurich et ainsi de suite. Quand tu vois ce que c'est Zurich et comment tu vois comment on est Paris 18e, ou moi, tu vois,
Ou quand on arrive aux 11 rue de la Roquette, comme j'en parle dans le... Gars, mais nous, on est des saltimbanques. Ouais, tu le dis d'ailleurs dans le roman, en fait, il y a il y a avoir plusieurs milieux, Le mélange. voilà, le mélange du milieu, puis en fait, le fait que il y a quand même des milieux privilégiés qui vous ont permis de pouvoir vous exprimer grâce à leurs privilèges et grâce aux moyens qu'ils avaient, grâce aux contacts qu'ils avaient. Et c'est un échange. Etc. Donc, c'est un échange. Mais qui va dans la même direction. Cette direction vraiment d'être aimant, bienveillant et on est respectueux les uns des autres. Et on croit tous. Parce que c'est ça l'utopie du truc. C'est un mouvement, quoi. Ouais, mais c'est l'utopie. Peace, unity, love and having fun. Exact. Tu vois? Exact. Et on y croit dur comme fer et on y va. Donc, on va se chiffonner, on va se prendre la tête. C'est moi le plus fort. Mais on avance vraiment vers le truc. Et quand les gens sont en chien, je te laisse pas en chien. Tu vois, il y a un truc qui... Le minimum syndical, il est toujours là. Ce qui n'enlève pas ce rapport de... je veux être le premier. Et pour être le premier, je suis prêt à tout. Mais ça, c'est humain. C'est pas juste hip-hop ou... Tu vois? Donc, je trouve que je fais un peu un rétro-pédalage, tu vois, sur la manière de juger le comportement des uns et des autres, tu vois, sur le truc. Là, j'en parle pour mettre le truc vraiment quand même en perspective et de se dire, on aurait pu mieux faire. Mais ensemble. Ouais, le mouvement. Pas que le mouvement, mais même, par exemple, au sein de ce groupe, on aurait pu mieux faire. Assassin. Il y a des moments, moi, j'étais en faiblesse et ainsi de suite. Ben, peut-être qu'à ces moments-là, si vous vous étiez donné un minimum la peine, on aurait pu sortir de ces ornières. Au lieu que ça devienne des problématiques qui, en fait, vont niquer la dynamique du groupe. C'est plutôt ça. Et ça, c'est pas un truc que, avec le recul, je peux regarder et reprocher à Squat. Je nous le reproche. Peut-être moi aussi, d'être moins dans l'orgueil et d'expliquer. De dire, bon, écoute, gars, là, comprends où est ma vie et comment, tu vois, j'avance sur les trucs. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était pas possible. Je percevais le truc. De formuler une aide. C'est même pas une demande d'aide, mais juste déjà de reconnaître ta place. Dans ton livre, il y a quand même quelque chose... on est forcé d'en parler, en fait, c'est Afrika Bambaataa. Mais non, on n'est pas obligé. Non, mais c'est parce que... J'adore comment il a rigolé. C'était tellement spontané. Tu t'es cramé. On la refait. Alors là c'est voici. Là, c'est voici Paris Match. T'as tué le game. Non, mais attends, en fait... Allez. En fait, c'est plus par rapport au fait que donc c'est quand même le hip-hop, c'est un mouvement. Le fondateur du mouvement, c'est Afrika Bambaataa. Non, c'est pas le fondateur. Enfin, c'est un des fondateurs, un des créateurs, un des protagonistes. Et c'est le fondateur, c'est le fondateur de la Zulu Nation. Oui. Pardon, je précise. Et en fait, comme tu en parles, en fait, dans le livre, on voulait en parler. Si tu es d'accord, évidemment. Si tu es d'accord. Je contextualise juste en disant, en fait, là, on rappelle, c'est fondateur de la Zulu Nation, c'est un personnage un peu mystérieux, on ne sait pas vraiment où il est né, ni quel âge il a, mais enfin, en gros, ce qu'on sait, c'est qu'en 2016, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées et des enquêtes qui ont été ouvertes sur des abus sexuels qu'il aurait fait subir à des mineurs. En 2021, il y a une procédure judiciaire est ouverte contre lui pour abus sexuels et trafic sexuel de mineurs. C'est quand même assez grave. Donc, si on revient... Moi, je me suis servi d'un article de Slate, en fait, pour un peu, rentrer un tout petit peu dans le détail. Le plaignant qui fait l'objet... qui a été à l'origine de la procédure judiciaire, il dit que Bambaataa bénéficiait alors de sa posture de star du hip-hop, aurait commencé à l'inviter, lui, dans son appartement plusieurs fois par semaine, où il aurait abusé de lui, avant de l'emmener dans des endroits différents pour le prostituer auprès d'autres hommes adultes, membres de la Zulu Nation. Donc c'est quand même assez grave et je pense que quand même c'était important de faire un focus là-dessus. Mais est-ce que tu souhaiterais nous en parler un peu ?
Bon, on a quelques questions sur cet épisode, si t'es OK. Alors, allons-y. Ouais. Dans le livre, donc, tu parles ouvertement de certains souvenirs de cet épisode, donc, notamment du fait que tu as été témoin et victime d'agression sexuelle par Afrika Bambaataa. Moi, j'entends cet épisode à travers l'interview que tu as fait avec Mouloud sur Click. Et je me rappelle qu'il y a MC Solar à tes côtés à ce moment-là. Moi, tu as mis plusieurs années à en parler et je voulais savoir comment est-ce que ça t'a accompagné pendant toutes ces années. Bah, c'est présent, c'est là, c'est quelque chose que j'ai vécu, vu. Bon, mais maintenant, après, c'est plutôt de l'ordre, comment dire ça? Il y a un questionnement profond sur la sincérité de ce que lui développe. Ce qui est développé autour de ce slogan et de comment moi, en tant qu'individu, je me construis sur cette proposition. Peace, unity, love and having fun. Et après, de voir les fêlures qu'il y a, les cracks dans le mur. Parce que c'est un mur. Pour moi, c'est quelque chose d'indestructible. Et en fait, il y a des fissures. Et moi, je réduis et caractérise tout ça. Je le dis souvent de cette manière-là pour simplifier, que sinon on peut se perdre dans des explications à n'en plus finir. C'est je différencie très fortement et de manière très stricte le message et le messager. Le message, c'est ce sur quoi je me suis construit. Le messager n'est que pour moi il est là pour transmettre quelque chose. Et maintenant, en tant que personne, je ne peux pas m'arrêter sur ce qui concerne le messager. Ouais. Je m'intéresse au message. Le messager, là, aujourd'hui, il ne m'intéresse pas spécialement. Pour compléter un peu ce que tu étais en train de dire, parce qu'en fait, il y a un moment qui m'a vraiment saisi, c'est quand tu as parlé de rock, du fait que, voilà, il y a, en fait, je pense que quand tu as dû te rendre compte de la situation, enfin, de ce qui se passe avec lui, je reprends, en fait, dans le livre, en fait, il y a un texte que Sophie Branlier écrit et que je trouve hyper intéressant et qui fait écho à ce que tu dis. C'est que, en fait, elle dit, même si son comportement est un peu plus que ce qu'il doit être, personne n'imagine l'inimaginable. Donc, il y a quand même, bon, elle parle de déni, elle dit la puissance du déni, donc il y a quand même un choc, justement, vis-à-vis de cette figure qui est là comme un roc, en fait. Et du coup, je pense que ça doit assez intervenir dans... Pour moi, là où ça devient quelque chose de hyper dur à gérer et de problématique, c'est que ça pose la question de l'authenticité et de l'honnêteté du message. Est-ce que le message est profond et sincère ou est-ce que le message n'est que l'outil du messager pour instaurer un contrôle, pouvoir avancer vers une forme de perversion ou qui le caractérise? C'est ça, moi, qui me questionne plus qu'autre chose. Parce que quand tu sais que ça peut être quelque chose où il y a beaucoup de jeunes personnes dans l'entourage, est-ce que le message n'est pas juste là pour servir de slogan de ralliement ou de, tu vois? Mais surtout que dans le livre, tu dis qu'à un moment, c'est ce que tu dis, que tu as compris que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que tu devais aller à New York, tu t'habitais chez quelqu'un et au bout de quelques jours, cette personne te dit « Ah, tu peux plus rester chez moi, mais je t'ai trouvé une place, en gros, chez Afrika Bambaataa ». Et dans le livre, tu dis que cette personne était potentiellement même le mot que tu utilises, je sais plus exactement, mais en gros, que c'est tu dis, j'ai compris que je m'étais fait rabattre. Voilà, le rabatteur, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, quand tu dis le message, le système, le truc, ouais, t'as l'impression que c'est un truc... Parce que tu vois, moi, je fais aussi la comparaison avec R. Kelly, il y avait un truc avec un système... Mais c'est organisé, ça donne
à penser que c'est quelque chose d'organisé. Mais moi, avec le recul, il m'a fallu je sais pas combien d'années et de décennies pour me rendre compte et me dire, mais en fait, cette personne qui me dit que je peux pas rester chez elle, en fait, il y a que moi qui n'ai pas compris. Et en fait, c'est un truc qui est manigancé entre les deux. Ce qui est normal qu'on se comprenne bien, je mets rien, enfin, on te responsabilise de rien du tout. Non, et attends, puis la c'est pas question ça. de Mais de toute sidération, façon, on est, pour moi, ça y est, j'ai dépassé cet aspect-là. Quand je vois les commentaires des gens sous certaines des vidéos, juste, je suis mort de rire. Les gens qui disent ouais, mais en vérité, à son âge, il aurait dû ou il aurait pu, il est. Alors attends, mais en fait, ça se trouve, il essaye de cacher son homosexualité. De ouais, nouveau. ok, d'accord, super. J'y viens après. De nouveau, ouais. Tu vois, c'est une idée genre, mais gars, si j'étais homo, quel serait le problème? Ouais. Donc, je comprends pas. Aujourd'hui, donc le fait que j'en parle, ce serait pour cacher le fait que, en fait, j'étais homo, ben j'aurais juste fermé ma gueule. Bah ouais, de ouf. Si tu veux pas faire un coming out, tu vas pas parler de ça de toute façon. Tu vois, donc voilà, tu vois, c'est. Mais c'est plus. Vraiment, moi, j'en reviens à cette histoire du message et du messager. En fait, qu'est-ce qui est utilisé? Qui utilise l'autre? Parce que le messager utilise son message pour pouvoir, comme je dis, avoir une liste inextinguible de victimes à portée de main, Ouais, ou clair. est-ce que effectivement le messager a une faille et pourtant il est sincère dans sa manière d'aborder tu vois, le message? La vraie question pour moi, le truc sur lequel je me gratte la tête, c'est plutôt ça. Parce qu'il y a quelque chose de sain dans le fait de dire peace, unity, love and having fun. Clair. Donc c'est sain de le dire, mais si après, tu vois, comme tu viens de me le dire là, parce que ça je l'apprends, hein, moi, ça, ce que tu viens de me dire là, tu utilises des mecs qui sont des objets sexuels pour toi, pour aller les prostituer. Ouais. Bah, alors, pour l'instant, c'est en cours. Hein, donc oui, mais quand bien même ce soit au conditionnel, voilà. Mais il y a tout une systématique qui... clairement. Bon, ben ça pour moi, c'est le messager. Qu'est-ce qui se passe? Mais on voit exactement ça avec l'actu aujourd'hui, en fait. C'est que c'est les systèmes organisés, en fait. C'est-à-dire, quand on voit le scandale avec P. Diddy et auparavant avec R. Kelly, c'est qu'en fait, il y a un système et parfois même, il y a parmi c'est-à-dire les teams qu'il y a dans les labels, tout l'entourage de l'artiste, en fait, quelque chose qui s'organise pour pouvoir permettre à perpétuer en fait toutes ces prédations. Et en fait, toute impunité. En fait, c'est pour ça. Enfin, vraiment, comme ça, on passe à autre chose. Mais enfin, il y a quand même le truc de l'art. Enfin, séparer l'homme de l'artiste, en fait, ça joue pas, en fait, parce que l'artiste, il utilise justement le message, comme tu le dis, en fait, pour pouvoir avoir accès à des gens, en fait, accès à l'intimité des gens et tout, et puis donc installer un système de prédation. Et c'est ça le problème, en fait. Donc, on peut pas continuer à être dans ce truc-là, en fait. Sophie Branly écrit effectivement. Donc, Sophie Branly, qu'on le reprécise, quelqu'un de très important, photographe, qui a même, je crois, donné le concept de UMTV Rap à la fameuse émission légendaire du hip-hop. Et donc, dans ton livre, tu as donné des espaces comme ça à des personnes qui comptent pour toi. Et elle dit... donc, même si son comportement est un peu plus que ce qu'il doit être, personne n'imagine l'inimaginable, ce qu'a dit Kay déjà avant. Le roi de la Zulu Nation, avec tout ce que le hip-hop a d'hétérosexuel en prédateur, cela ne peut pas coller. Et pourtant, la puissance du déni. Plus loin. Depuis ce jour, et elle parle de Bambaataa, en fait, qui a fini à l'hôpital parce que après une relation homosexuelle, il a pris des coups de couteau. Elle dit ça. Depuis ce jour, nous, le milieu, les proches ou anciens proches, avons pris conscience que Bambaataa est homosexuel. Bambaataa a eu des relations avec des mineurs. La garde rapprochée de Bambaataa a tout fait pour que rien ne se sache. L'analyse que moi je fais, et tu l'as déjà un peu abordé, le milieu hip-hop, la société de manière générale est hyper homophobe. C'est clair. Mais le milieu hip-hop a quand même quelque chose par rapport à ça. On en parle souvent dans Maskoff. Il y a des rappeurs qui font des phases homophobes. Il y a des qui revendiquent. C'est toujours ce côté explicite. Ça ne veut pas dire que dans les autres genres musicaux, ils sont plus chill avec ça, mais en tout cas, ils ne le revendiquent pas dans les textes et dans les œuvres. Et il y a une hétéronormativité. Quand elle dit le roi de la Zulu Nation, avec tout ce que le hip-hop a d'hétérosexuel en prédateur, cela ne peut pas coller. C'est cette hétéronormativité. Et je ne suis pas du tout en train de la responsabiliser, elle ou vous, votre génération, ou quoi que ce soit. Je dis juste, d'un point de vue de ce milieu-là,
on a cette hétéronormativité qui fait qu'on ne considère que l'hétérosexualité comme étant une voie possible. Et du coup, mon analyse que je fais par rapport à des questions en lien avec Afrika Bambaataa ou récemment P. Diddy, parce qu'il y a aussi apparemment des affaires avec des questions d'homosexualité, c'est que on s'autorise même pas à envisager d'imaginer le côté prédation, pédocriminalité, abus, agression sexuelle, potentiellement sur des personnes mineures, parce que ça, c'est déjà la deuxième étape, mais la première étape, c'est juste, il est homo. Ouais. On peut même pas l'envisager, ce truc-là. Au lieu de faire le Et focus donc, sur ça- le vrai problème, en fait. C'était ça, en Exact. fait. Mais surtout, Qui est l'agression, en fait. mais dans ce sens-là, on n'arrive même pas à envisager que ça puisse arriver parce qu'on n'arrive même pas à envisager la première étape qui est il y a des homos dans notre milieu. Ouais. Bon, moi, je pense que ça, c'est totalement faux. Mon analyse Non, non, non. excuse-moi. C'est pas Non, mais juste toi, 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 c'est que de faire cet écran de fumée Ouais. avec Ouais. justement totalement. ce déni-là. Ouais. Genre comme si tout d'un coup, cette culture-là, le hip-hop et tout ce qui allait autour, ah non, mais il n'y a pas de ça chez nous. Ouais. Ouais, voilà. Non, mais, Total. non, mais ça, Ouais. c'est juste, c'est une blague. Ok. Et Cool. pour moi, c'est Cool. une blague. Ah, en fait, donc, dans votre culture, vous n'êtes pas humain. Bah non, mais attends, Ouais, bah oui. parce que bon, il y en a partout. Dans tous les milieux, dans tous les... mais dans le vôtre? Ah non, c'est pas permis, ça, c'est pas... Mhm. Non, mais même pas en rêve. Comme on dit, de ne pas parler de l'homosexualité dans les pays africains ou dans les... Ah bon? Mhm. Ouais, c'est un Là-bas, délit il y a- total. Non, là-bas, il y a... Chez nous, ça ne... Ah bon? Tellement. Donc vous n'êtes pas. Mhm. Donc vous n'êtes pas humain. Vous venez de quelle planète? Moi, je veux juste qu'on m'explique. Mhm. Parce que avant les Romains ou depuis il y a toujours eu cette Mhm. chose-là. Mhm. Mhm. C'est comment? Et en plus, vous, dans le livre, tu vois bien, vous traînez au début avec plein de gens de la mode, etc. Tu le précises pas forcément comme ça, mais il y a des personnes homosexuelles Mais partout, camarades. enfin, comme tu dis, quoi. Mais tu vois, Il y a même donc, pas besoin, c'est même bizarre qu'on doive le rappeler, quoi. donc, pour moi, la problématique, c'est pas du tout une problématique de sexualité. Mhm. C'est une problématique de déviance. Mhm. C'est pas la même chose. Ah bah Ah ouais. Hum. Ah bah, c'est carrément, enfin on le rappelle, hein, c'est donc des agressions sexuelles, donc ça voilà, c'est prévu sur par le mineur, code pénal. quelqu'un, donc, alors voilà, de dire donc oui, c'est- voilà, consentant, non c'est- consentant, c'est même plus Non. une histoire de ça. On parle d'une histoire d'abus, Ah de ouais. trouver Ouais. des manières de rentrer en emprise Ouais. sur une personne pour aboutir à des... Tu vois, c'est ouf, quoi. Mm. Et- L'idée vient de toi. Mm. C'est pas la personne qui vient à toi pour ça. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, c'est là où... Bah, c'est pourquoi machiavélique, quoi. Là, Voilà, vraiment, pourquoi un truc, moi, j'ai raconté mon histoire. Je ne fais que compter comment les choses se sont passées. J'ai jamais eu, moi, de mon propre chef, des trucs homosexuels, tu vois, ou d'aller vers, ou d'aller chercher le truc par rapport à la personne. Et c'est une proposition ou quelque chose qui s'amène à moi par le biais de quelqu'un qui utilise le fait que tu le... Ouais, sa tu- plateforme. tu idolâtres, ouais, c'est clair. Ouais, Ah, puis il faut rappeler que tu étais mineur, hein, il me semble, hein, donc pendant ce moment-là. J'allais vers mes 17. Ouais, Ah oui, donc, mineur, ouais. ouais, ouais, Abusé. clairement, quoi. C'est Ouais. vraiment de l'abus, quoi. Non, j'avais 17. Puisque c'est été 84. Mm. Tu vois, Peut-être- donc... Une chose qu'on n'a pas dite ici, mais merci de ce partage. Et j'imagine que ça a demandé cher. Enfin, peut-être que tu as l'impression qu'on en fait trop, mais encore une fois, nous, on analyse aussi tout ça de l'extérieur. Des gens du hip-hop qui parlent d'agressions subies, c'est malheureusement très rare. Alors que, bah, pareil, tu vois, ça arrive dans tous les milieux, dans tous les. Et puis, en plus de ça, dans ce contexte-là hétéronormatif, d'accepter de parler de ça, d'accepter de parler de cette légende-là qui, pour nous tous, représentait quelque chose. J'imagine que ça n'a pas dû être facile et du coup, donc encore une fois, merci, bravo enfin, pour ce courage. Est-ce que tu t'es senti mieux une fois que tu as pu expliciter cet épisode? Je vais pas te dire que je me suis senti mieux, puisque ça demande toujours clarification.
Et malgré, tu vois, même la manière qu'on a d'en parler, c'est que ça demande toujours clarification. Donc, arrivera le moment où, finalement, j'arrêterai d'être dans la clarification, vraiment, tu vois, du truc, mais j'ai le sentiment qu'il faille toujours expliquer. Mhm. Je suis encore dans une position où il faut que je montre patte blanche. Mais pour moi, la honte et tout ce genre de truc-là doit changer de camp. C'est pas moi le... Ouais. Est-ce que vous avez des gens qui se plaignent de mes comportements ou de... Non, mais alors pourquoi est-ce que je dois expliquer, passer mon temps à... Je comprends pas. Mais en même temps, c'est plus très grave, tu vois. Je passe après, ça va pas m'empêcher de dormir ou de faire les... Je fais ce que j'ai à faire. Mais moi, j'ai juste une question. On parlait d'hétéronormativité. Et moi, il y a une vidéo qui m'a marqué, qui est une vidéo qui date, en fait, de 1980. Attends, je la retrouve. Je l'ai mise ici. Voilà, 1988, où tu es en interview avec NTM, Assassin. Justement, vous êtes sur enfin, il y a Vincent Cassel qui fait du beatbox, etc. Bref, on mettra l'extrait, pardon. Mais en fait, aujourd'hui, la manière de justement cette hétéronormativité, elle allait tellement loin que le hip-hop a inventé des termes, tu sais, le no homo, genre quand tu vas dire à un pote que tu l'aimes, mais il faut préciser no homo, pause, etc. Et moi, ce qui m'a marqué dans cette interview-là, c'est juste même comment vous êtes posé, c'est-à-dire la manière d'être à l'aise avec vos corps dans un environnement masculin. Ça a été utilisé vraiment comme une mode. Mais la preuve, c'est que les gens sont toujours là et qu'il y avait quand même une force et que c'était vraiment quelque chose. Si ça avait été n'importe quoi, je serais déjà mort. Qu'aujourd'hui, on regarderait des rappeurs français posés comme ça, entre potes, etc. Il y aurait un truc, tu vois, de réaction. justement de l'hétéronormativité, de oh, qu'est-ce qu'il fait, comment il se tient, etc. Et moi, ça m'a aussi interpellé sur l'évolution de cette ultra-masculinité que tu dois performer, notamment les rappeurs, tu vois, qui vont éviter le côté tactile avec d'autres hommes, etc. Et encore une fois, il n'y a rien de suggestif là-dedans. C'est purement naturel, vous êtes posé, parlez de rap, vous êtes hyper à l'aise, il n'y a rien de gênant. Quand je dis que ça m'a interpellé, c'est pas dans le côté, ça m'a pas gêné. Non, mais ça m'a fait juste penser qu'aujourd'hui... Tu sais, je vois où est-ce que tu veux en venir, un petit peu. C'est celui qui dit qui est. C'est assez non, mais non, mais pourquoi est-ce que tu... ça va, mon gars, moi, je te... Il y a un problème. Ah bon Mais ça vient d'où, ça? Tu vois ce que je veux dire? Le côté genre... mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un peu envie de le prendre comme ça. Et à la fin, ça me fait juste sourire. Mais c'est celui qui dit qui est. Non, il faut un peu se moquer. Tu vois, mais bien sûr. Que se comprenne bien en plus. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment un problème. Si vraiment il y a un problème, t'inquiète, c'est pas comme ça que le problème il va se régler, quoi. Sur le côté de faire attention, ouais, non, mais je suis pas. Ah bon, pourquoi? Parce que tu penses qu'on. Ah, donc, tu penses que nous pensons que peut-être. Non, mais ça, c'est les enfants qui font ça. Et qu'en plus, c'est négatif, tu vois. En plus de ça. Mais ça, c'est les enfants qui font ça. Les enfants, ils se font ça entre eux pour, tu vois, normaliser un peu les rapports qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres. Et toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Mais c'est les enfants qui font ça. Un grand, tu commences à faire des phases gays. Je sais à quel moment ta phase que t'es en train de faire, elle est vraiment gay. Tu vois. Et quand elle est vraiment gay, je te dis, oh. Et j'ai même pas besoin de parler, tu vois. Donc, quand tu commences à psychoter sur ton langage corporel, tu vois, dans des phases comme ça, j'ai envie de te regarder et de dire, c'est celui qui dit qui est. Ça dénote quand même un manque de confiance en soi, j'ai un peu l'impression. Le gars qui se met à interpréter des trucs, c'est qu'il est peut-être pas à l'aise. Il peut interpréter tout ce qu'il veut tant qu'il n'est pas dans le lit avec moi et qu'il vient pas de me dire, ouais, il a essayé de... tu vois. Et puis même au bout d'un moment je comprends pas c'est quoi le problème, c'est quoi leur problème. Tellement faut pas pousser quoi.
chacun fait ce qu'il veut, tu vois, avec son truc. Tant que tu débordes pas dans ma sphère et que tu vois, c'est pas une intrusion forcée dans mon... Bref, fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Ça me concerne pas. Je suis pas concerné. Moi, je voulais aborder un peu la question de la santé mentale, qui revient assez souvent dans ton livre. Tu as mentionné au début la question d'urgence, quand on a mentionné la différence entre Squat et toi, par exemple, au sein d'Assassin, différence sur le plan socio-économique, etc. Il y a une notion aussi de résilience qu'on sent aussi dans ton livre. Et je voulais faire un lien avec le hip-hop pour voir un peu quel est le morceau que tu écoutes dans les moments un peu difficiles, dans les moments le morceau qui te redonne la pêche. Ah non, il y a redonner la pêche et celui qui est qui caresse, je dirais, Le blues. ouais, ton blues. Mm. Mec, j'ai découvert la new wave dans ces moments-là. Ok. Ah, moi aussi. J'ai découvert la new wave et quand je te dis j'ai découvert la new wave, à un moment j'étais fan de Cure, Ok. mais à un level. Ok. Tu vois, moi-même je me suis étonné quoi. Ok. Tu vois, Lullaby, putain, ce morceau, je me rappelle de ce morceau parce qu'il représente New York, années 90. Où, tu vois, je suis là, je suis tout seul. Tu vois, mais vraiment. C'est pendant tes études d'ingénieur? Ouais. Ouais, ok. Ah, trop Oh bien. là 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 là. Et ce morceau, je l'écoute, il me. Je suis comme ça. Et de ce moment-là, je me mets à écouter de la New Wave, mais à balle. Ouais. Tu vois, Moi, j'ai eu ça, mais à Londres. À peu près, disons, aussi dans mes années de formation, en fait. Et c'était intéressant. Ouais, parce qu'en fait, on passe à autre chose et puis ça développe aussi une certaine sensibilité. t'as dit le mot. Vraiment, ouais. Puis ça joue sur tes humeurs et tout. Moi, puis aussi, tu sais, il y a tout ce truc, en fait, autour des cultures urbaines, des cultures des afro-descendants où on devrait rester sur nos cultures et qu'on peut pas aller voir un peu ailleurs, écouter d'autres styles de musique, etc., qui mettent moins en valeur tout ce truc de masculinité, de ces machins, ou alors que genre ça fait qu'on évite les questions de, tu vois, de mood, tu vois, de santé mentale et tout, machin. Puis là, franchement, et je la trouve que c'est un musique, bon accompagnant, quoi, ouais, la musique. Ouais, c'est très. Ouais. Et c'est un des trucs qui nous base au-delà des étiquettes raciales, À fond. tu vois, et à comme fond. tu dis, pour moi, en tant que Renois, d'être un Renois genre qui kiffe la new wave, bon, je me rappelle quand même que c'est une musique que j'ai haïe, quoi. Tu vois. Et donc, à un certain âge, je reviens sur le truc en me disant en fait, j'étais con, j'avais pas compris la sensibilité de ces gens-là et tout. Et aujourd'hui, que moi, j'y suis confronté, je trouve que cette musique accompagne vraiment ce truc, et ainsi de suite. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup porté. Et il y a toujours dans la question de la santé mentale, tu parles suite à ta rencontre avec ton ex-compagne Félicie, Ouais. que tu as commencé une thérapie. Je voulais savoir un peu quel type de thérapie. Est-ce que c'était sous traitement? Non, j'étais pas sous traitement parce que justement, j'étais rentré dans une forme d'abstinence de tout produit qui modifie le comportement. Ok. Donc, je bois plus d'alcool depuis, je fume plus de cigarettes, je fume plus de pétards, je prends plus de produits qui modifient le comportement. Encore aujourd'hui? Ouais. Ok. Dès que je sais que, par exemple, de la cortisone, tu vois, ou des trucs comme ça, pour moi, c'est banni. Ok. Si j'ai une maladie ou un truc comme ça, il y a eu des moments, par exemple, j'ai eu des calculs rénaux et ils ont voulu me mettre sous morphine. Je leur ai dit, avec les gens comme moi, il faut pas tenter le diable, quoi. Ok. Tu vois. Ouais. Voilà, des trucs comme ça. Et thérapie, c'était genre, je consultais un thérapeute que je voyais toutes les semaines. Et j'ai fait beaucoup de trucs de développement personnel et de choses qui allaient dans le sens de pratiquer des principes spirituels qui me permettaient de faire face en fait aux problématiques de vie. Et quand je dis ça, par exemple, très clair que quand on parle de défaut de caractère, pour rentrer dans les détails de ce genre de choses-là, on se demande quel est le mécanisme qui fait que en tant qu'être humain, on se retrouve à avoir des défauts de caractère.
Eh ben, à bien y regarder, on finit par se rendre compte que en fait, c'est le fait d'être confronté à des déficiences qu'on essaie de combler. Et malheureusement, la manière et les choses qu'on utilise pour combler nos déficiences ne sont pas en adéquation avec la problématique posée. Donc, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Ben, en fait, ce que tu utilises pour combler ta déficience devient un défaut puisque ça n'est pas en adéquation. Mm. Mm. Et pour contrecarrer tout ça, il te reste, on va dire, à besoin ou à utiliser des principes spirituels parce que en utilisant un principe spirituel pour combler c'est pas combler cette déficience, c'est contrecarrer cette solution que tu as utilisée qui n'est pas en adéquation. Voilà. Et moi, j'avance avec ça, comme ça, dans la vie, et je dirais que c'est ça qui me porte aujourd'hui. Ok. Et pour ça, de reconnaître quelle est ma part, c'est le premier pas. Ok, alors une dernière question. Ouais, Tu mentionnes, Wetou a mentionné la relation avec Félicie et que Exact. c'est elle notamment qui t'a poussé à aller, je crois, C'est pas le bon. encourager. Ouais. Ben, Et j'ai été épaulé plutôt. Donc, Elle t'a accompagné dans, Ouais, dans ce vraiment. process. Et Ok. dans le livre, comme on le dit, tu fais preuve de beaucoup de réflexivité, y compris avec des trucs qui sont peut-être qui te mettent pas sous ton meilleur jour, c'est-à-dire que tu as eu des rapports aussi complexes avec des femmes. Et pas qu'un peu. Parfois, tu as fait preuve de. Enfin, toi-même, tu le dis, de violence, des fois. Mhm. Comment aussi. Comment ton rapport aux femmes a évolué, à quel point la thérapie t'a aidé à prendre conscience de peut-être ses travers. J'ai pas eu besoin de la thérapie pour me rendre compte que c'était un travers. Hmm. Je pense que déjà, quand j'étais dans ces comportements-là, un peu d'enfant gâté, et ainsi de suite, je le savais déjà. La thérapie n'a pas mis le doigt sur ces aspects et n'a pas apporté quelque chose de plus. C'est juste, mon statut d'homme Hmm. change dans le temps. Il y a des moments où je suis en capacité de me rendre compte que je suis dans le grand n'importe quoi et que là où je me trouve, j'ai pas à y être. Et c'est plutôt ça, moi, qui amène vraiment, tu vois, à ce changement et juste de reconnaître que on ne se comporte pas avec les gens d'une manière dont on n'aurait pas envie qu'ils se comportent avec nous. Ouais. Et puis, Parce que ça, sur de la c'est... compassion, de l'empathie. Ouais. Mm. Ouais, puis ça, c'est quand même super simple. Et puis, quand quelque chose ne me convient pas, je peux juste tourner les talons. Alors que pendant très longtemps, j'ai pas su faire ça. Il fallait absolument que j'impose mon point de vue ou ma manière de... Et ça, c'est ça le vrai changement. Et ce que la thérapie plutôt a apporté, c'est que j'ai été beaucoup plus... En gagnant à être en paix avec moi-même, j'ai gagné aussi dans le calme de la vie de tous les jours. Et à un moment, c'était de trouver la force de se regarder dans le miroir et de ne pas se raconter des histoires. Mm. Au moins essayer. Ça ne veut pas dire que, tu vois, tu deviens Bouddha et mais t'essayes au moins de ne pas te raconter des histoires, quoi. Quand tu chies dans la colle, tu dis « j'ai chié dans la colle ». T'es pas obligé de le crier sur les toits, mais au moins tu peux te le dire à toi-même. C'est le minimum syndical. Et c'est ça que ça m'a apporté. Et d'être en lecture honnête de qui et comment je suis. C'est ça que ça a changé pour moi, la thérapie. Mhm. L'aspect thérapeutique, quoi. Et d'être aussi assez en confiance avec des gens pour qu'ils puissent te pointer du doigt et te dire « toi, tu racontes ça, mais dans le fond, voilà ce qui est. Mhm. Voilà vraiment ce qui est. Quand tu dis ci et ça, ben, toi, ta lecture, c'est que mon thérapeute, il m'a sorti des phases qui m'ont des fois... Oh, tu vois, j'étais là complètement, il me disait « bon, alors c'est bien », il m'appelle par mon prénom et il me dit « ce qui est marrant avec toi, c'est que tu fais partie de cette classe de gens qui sont capables, en fait, d'être à la fenêtre et de se regarder passer dans la rue. » Oh, je me dis, et voilà, tu te racontes des histoires, t'es à la fenêtre et tu te regardes passer dans la rue. Tu vois ? Mhm. Donc vas-y, réaligne-toi, camarade, et arrête de...
Et ça, d'être en rapport avec des gens qui te permettent d'être dans cette lucidité par rapport à toi-même, moi, c'est ça qui me sauve. Mot de la fin. Yes. Peut-être si tu... Enfin, je te laisse conclure après ou et tout, mais Solo, t'as bientôt 60 ans. Enfin, relativement bientôt. Si tu devais donner un conseil justement aux jeunes hommes qui sont encore aujourd'hui pleins de passion dans cette culture hip-hop qui nous a aussi tous, hier on en parlait parce qu'on s'est vu dans une autre émission, mais en gros, tu disais que le hip-hop t'a permis de vivre, en fait, d'exister, a sauvé ta vie. Je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Nous, dans certaines mesures, peut-être pas autant, encore que voilà, c'est à identifier, mais il sait qu'il nous a permis d'exister clairement. Mais il a aussi justement ces petits travers dont on a parlé, etc. Voilà, quel est si tu avais un conseil à donner aux jeunes hommes qui sont à l'intérieur de ce milieu que tu maîtrises du bout des doigts et des droits. Je vais être honnête avec toi, je sais pas si aujourd'hui je suis au point où je pourrais me permettre de donner des conseils aussi vastes que ça. Franchement. Parce que je crois que avec tout le chemin que j'avais à faire pour rattraper le temps perdu ou pour me réaligner, je suis pas certain d'avoir un conseil qui soit non mais ça c'est le truc. Je fais du mieux que je peux et c'est déjà pas mal. Après on verra quoi. Mais moi j'ai confiance et je me dis je veux œuvrer en me disant que l'amour vaincra. Que le côté obscur de la force, on le sent, il est présent. Clairement. Tu vois, donc... Est-ce qu'on peut quand même maintenir ce slogan de Peace, Love, Unity and Having Fun? Mes camarades, tant que le slogan est là, le message véhicule. C'est le messager le problème. C'est pas le message. Pour moi, le message... Il doit se perpétuer. Et puis il est là, et moi c'est comme ça que je le vis. Et... Quand je vois des gens que j'ai pas vus depuis 30 ans et que je me remémore, quand je vois Just, par exemple, Just One, de Sens Unique, groupe suisse, je repense et je me dis mais il y a des gens aussi accueillants, ouverts, simples. Moi, en tant que Parisien, t'as vu le panier de crabes que c'est entre nous? Tu vois? Donc voilà. Donc pour moi, c'est de continuer à... L'amour vaincra, quoi. Et tu seras toujours le bienvenu dans nos contrées. Écoutez, je parle beaucoup. Non, c'était hyper riche, merci beaucoup. Vraiment... Maintenant, l'avenir nous dira et on fait du mieux qu'on peut. Personne n'est parfait. En tout cas, moi, le premier, c'est comme ça que je me perçois maintenant. Et j'évite d'arriver avec des assertions où tu vois des trucs. Et puis, j'essaye de recevoir aussi. Parce que pendant très longtemps, j'ai dit, j'étais dans des comportements. C'est moi qui dis, c'est moi qui sais. Et j'aime bien quand Booba, il dit, j'ai demandé ma route au mur, il m'a dit d'aller tout droit. Tu vois, ça, c'est des trucs où tu fais, bon, ok, d'accord. Pas la peine que je me la raconte parce que si je dois prendre une tawa ou si le coup de pelle doit arriver, il n'y aura pas de... Tu vois. Et donc, faire attention à ne pas passer mon temps à essayer de me dribbler moi-même. Parce qu'en voulant faire des passements de jambes pour éblouir les voisins et ainsi de suite, souvent, tu t'emmêles les crayons et tu finis la gueule par terre, quoi. Donc... preuve d'humilité, de reconnaître que la perfection n'est pas de ce monde. Et puis, vaille que vaille. Et ici et maintenant, quoi. Let's go. Yeah. Let's go. Merci en tout cas. Merci à vous. D'être venu partager tout ça. On arrive à la fin de cet épisode avec le pionnier du hip-hop français, Solo, qui vient, pour rappel, de sortir son autobiographie qui s'intitule Note mon nom. Note mon nom sur ta liste aux éditions Masso. Donc Solo, merci encore pour cet échange. Merci à vous. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ta page Insta, Solo_B-Boy for Life sur Instagram. Quant à toi qui nous écoute, qui nous regarde, comme dirait je vais retirer de ton crâne le dernier doute. Ça, c'est
NTM. Aïe. Quant à toi là-bas, toi qui m'écoutes, je vais retourner. Je vais retirer de ton crâne le dernier doute. Salutations à Joey qui signe la préface du livre. Exactement. Aussi. Qui a tué ça, Exactement. d'ailleurs. Joey Valstar. Ouais, Joey Valstar. Yeah. J'adore. Donc, je reprends. Donc, quant à toi qui nous écoute et qui nous regarde, Mais ouais, mais quand j'entends comme ça te déclenche. Je te jure. C'est organique. Il y a des phrases, tu sais, elles sont imprimées dans ta De tête. ouf, quoi. de ouf. Quant à toi qui m'écoutes, je vais retirer de ton crâne le dernier doute. Tu vois. Allons à l'Élysée, brûler les vieux, les vieilles. Il est temps qu'un jour ils payent. Tu vois, tous ces mots-là qui te restent dans le. Ah, ça s'inscrit dans ta mémoire. Ouais, C'est imprimé. Donc, comme dirait Doms, si tu aimes, tu likes, tu follow, et moi je dirais même tu commentes et tu partages. Cet épisode, comme tous les autres, ceux de cette saison et de la saison précédente, sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Comme toujours, un grand shout-out à Nuée Digital, Romain, Héloïse, à la ville de Genève, au service culturel de Genève et à l'agenda 21 dans le cadre de la campagne Objectif Zéro Sexisme dans ma ville. Et bien sûr, à vous, auditeurs, auditrices, vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes respectives pour Geos, Geneva Geos. pour K K-Rubens, K.RBNZ. et moi-même, Wetou de Passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Peace!